Un autre exemple ici, avec le SRN toujours et un autre réseau qui s'appelle le CC pour Competitive Chunking, mais une fois de plus, ici, ce sont des détails que vous ne devez pas nécessairement retenir, ce n'est pas l'essentiel de ce que je voudrais transmettre ici. Donc ici, vous avez de nouveau un espace en deux dimensions qui était constitué par le croisement de la performance des deux modèles dans deux tâches différentes, une tâche de conflit sur l'axe horizontal et une tâche de contrôle sur l'axe vertical. Les détails ne sont pas pertinents ici, ne sont pas importants ici. Ce qui est important de remarquer, c'est que dans cet espace à deux dimensions, les résultats possibles prédits par ces deux modèles, qui sont en fait deux théories, sont assez différents. Donc la performance du SRN couvre un très grand espace dans l'espace des performances possibles. Vous voyez que la performance du réseau sur l'axe horizontal va d'une performance proche de 30% jusqu'à une performance proche de 55%. Donc presque toute la gamme des performances possibles. Si vous regardez l'autre axe, l'axe vertical, la performance dans la tâche de contrôle, à nouveau, la performance du SRN peut aller de 30% jusqu'à à peu près 70%. Et donc toutes ces petites croix noires que vous voyez, c'est la performance d'un réseau qui a certaines caractéristiques. Donc les caractéristiques de ces réseaux de neurones, ce sont ce qu'on appelle le taux d'apprentissage, le nombre d'unités impliquées, etc., etc. Il y a des tas de paramètres libres qu'on peut faire varier dans ces réseaux. Et donc ce que vous voyez, c'est que la surface des possibles, en variant ces paramètres, est pratiquement totalement couverte par la performance qu'on va mesurer au niveau d'un de ces réseaux qui est le SRN. Par contre, en faisant ces manipulations de paramètres, au niveau de l'autre modèle, le modèle qui fait du competitive chunking, et bien là, vous voyez que la surface couverte est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que si vous regardez les petites croix grise maintenant, eh bien, on a une performance qui va au niveau de la tâche de conflit d'à peu près 45% jusqu'à 55%. Et pour la tâche de contrôle, eh bien, ça va à peu près de 55 jusqu'à 65%. Donc, selon cette hypothèse, selon l'hypothèse du competitive chunking, les performances qu'on pourrait observer au niveau des sujets humains, qu'on pourrait tester dans les mêmes conditions, eh bien, est beaucoup plus réduite. Et lorsque Dienes et Boucher, qui sont les auteurs de ces études, ont testé des sujets dans les mêmes conditions que les réseaux, vous voyez que la performance des sujets correspond très clairement à l'espace des possibles qui avait été prédit par le modèle CC. Et donc dans ce cas-ci, à nouveau, les données observées par les sujets permettent de réfuter une des hypothèses qu'on pouvait formuler en termes de mécanisme d'apprentissage, et cette hypothèse, c'est le SRN. Par contre, les résultats du modèle CC est, sont corroborés, ou plutôt les mécanismes dont le modèle CC fait l'hypothèse sont corroborés par ce qu'on observe au niveau des sujets. Donc ça, c'est le même type de conclusion que celle qu'on pouvait tirer précédemment, mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est le fait que dans le cadre de la philosophie de Karl Popper, en fait, le modèle qui devrait être a priori favorisé par le chercheur, même avant d'avoir recueilli les données, c'est le modèle CC. Parce que le modèle CC fait une hypothèse qui est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise sur la gamme des résultats que nous pourrions effectivement observer en faisant une expérience similaire chez les sujets humains. D'ailleurs, strictement, je vous fais remarquer ici que le SRN n'est pas nécessairement réfuté par les résultats observés chez les humains.
En effet, il y a quelques croix noires là dont la performance correspond à ce qu'on a observé chez le SRN, chez les humains, pardon. Et donc, strictement parlant, on pourrait dire qu'aucun des deux modèles n'est réfuté par les résultats qui ont été observés chez les humains. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, on a quand même l'impression que le CC est une bien meilleure approximation de la nature des mécanismes qui permettent d'expliquer la performance des sujets, mais disons que quelqu'un de particulièrement de mauvaise foi pourrait défendre la possibilité que le SRN est aussi un modèle valide, parce qu'il y a une certaine superposition entre la performance du SRN et celle des sujets. Dans le cadre de la philosophie de Popper, ce n'est pas un bon argument parce que, en fait, effectivement, le SRN permet de fournir une hypothèse qui n'est pas, strictement parlant, réfutée par les données, mais le SRN, en fait, permettait de faire des tas d'hypothèses différentes possibles sur la position où les sujets allaient se situer dans cet espace en deux dimensions. Donc il n'y a pas que la question de savoir si le modèle permet de prédire un patron de résultats particulier, mais aussi il y a surtout plutôt la question de savoir si le modèle prédit ce patron de résultats à l'exception d'autres patrons de résultats possibles. Prenons la situation abstraite représentée ici. Si les données des sujets, les observations sont représentées par le point rouge, là, eh bien, le point rouge, eh bien, en fait, il va corroborer à la fois le modèle B et le modèle A. Donc, dans le cadre de la philosophie de Popper, il est très clair que le modèle qui doit être favorisé, c'est le modèle B et non pas le modèle A. Parce que le modèle A, effectivement, il permet de prédire le patron de résultats qu'on a observé, mais il permet de prédire n'importe quel autre patron de résultats. Et donc, selon Popper, ça n'a aucun sens de considérer ici que le modèle A est corroboré par les données, parce qu'en fait, le modèle A ne prédit pas plus les données que d'autres données possibles. Toutes les données sont possibles dans le cadre du modèle A. Donc, le contenu, on dit que le contenu empirique de A est beaucoup moins important que le contenu empirique de B, car pour le modèle A, en fait, on va avoir beaucoup de mal à trouver des données qui vont permettre de le réfuter. Par contre, le modèle B pardon, a un contenu empirique beaucoup plus précis. Donc là, vous voyez dans l'exemple, le point rouge permet effectivement de réfuter le modèle B, mais ne permet pas de réfuter le modèle A, comme les données qui avaient été représentées auparavant ne permettaient pas de les réfuter non plus. Le modèle A, en fait, correspond à une situation qui, pour Karl Popper, est similaire à la situation de la psychanalyse. Si le patient d'un psychanalyste refuse ou plutôt si le patient d'un psychanalyste confirme que l'hypothèse que le psychanalyste lui fait correspond à la nature, disons, de son vécu ou de ce qu'il ressent, eh bien, le psychanalyste va être content parce que, effectivement, il va pouvoir se dire que l'hypothèse qu'il a formulée par rapport à ce patient est correcte. Et donc, son hypothèse va être corroborée par les propos du patient. Mais si le patient dit exactement le contraire, c'est-à-dire que l'interprétation du psychanalyste ne correspond pas d'après lui à ce qu'il ressent ou à ce qu'il a vécu, eh bien le psychanalyste va aussi être content parce que la résistance du patient à accepter l'interprétation du psychanalyste peut être vue aussi comme une résistance soulignant la pertinence de l'interprétation proposée par le psychanalyste. Et donc, ces théories, en fait, étant donné qu'elles ne peuvent pas être réfutées par les faits, comme elles permettent en fait d'expliquer n'importe quel fait, n'ont pas ou peu de contenu empirique.
Selon Popper, ce que nous devons chercher à faire, c'est à augmenter le degré de falsifiabilité de nos théories. Donc, par exemple, si les données permettent de réfuter le modèle B, ça n'aurait aucun sens de passer du modèle B au modèle A, donc de préférer le modèle A au modèle B, parce qu'en fait, le modèle A très peu de contenu empirique. Et donc, on passerait en passant de B à A d'un modèle euh, très réfutable à un modèle peu réfutable, ce qui ne permettrait pas d'augmenter les connaissances. Une autre attitude qui reviendrait à diminuer le niveau de falsifiabilité des théories scientifiques, c'est l'attitude qui consiste à faire appel aux hypothèses ad hoc. Donc une hypothèse ad hoc, c'est une hypothèse qu'on va invoquer, qu'on va mettre en évidence pour essayer de sauver une théorie, un modèle, bien que les données aillent à l'encontre de cette théorie ou ce modèle. Donc, par exemple, si votre théorie c'est tous les signes sont blancs, d'accord, eh bien, et que vous croisez un signe noir, eh bien, une hypothèse ad hoc, ce serait de dire que, ah oui, en fait, non, non, tous les signes sont blancs, sauf celui que je viens de rencontrer. Ça, c'est une hypothèse ad hoc et leur utilisation, évidemment, ne permet pas d'augmenter le degré de falsifiabilité des théories. Ce serait plutôt une manière de contourner cette falsification.